Oui, bonjour à tous. Je suis content d'être là avec vous et Faustine Amoret. Faustine, alors c'est une longue histoire maintenant entre nous parce que je pense que tu faisais partie des premiers contacts que j'ai eus par le site en 2012. Et Oui, bien sûr, avant d'avoir des prospects et des clients, j'ai été approché par des partenaires et des prestataires, dont toi, et on a très vite travaillé ensemble pour les premiers clients que j'avais réussi à signer, non pas par le site, mais par mon propre réseau. Et donc, on a travaillé ensemble depuis 2012, toi sur de la rédaction de contenu, et tu fais du contenu et de la stratégie de contenu maintenant depuis de nombreuses années. Tu t'es aussi essayé et tu travailles dans la télé, dans le cinéma, donc d'autres formes d'éditorial. Je te laisse te présenter, puis j'en profite pour saluer tous ceux que je connais déjà dans le chat et n'hésitez pas à faire un petit coucou à tous. Salut et à toi, Faustine. Je te laisse démarrer. Je oui. vais pas être plus réveillé aujourd'hui, mais ça va très bien Bon, se passer. écoute, Je sais c'est que tu es un normal, il peu fait froid. stressé, mais Voilà, même si je suis pas le plus réveillé, tout va ça bien se va aller. passer. Bonjour tout le monde. Oui, effectivement, je suis un peu stressée, donc m'en voulez pas si je bug un peu. C'est un exercice qui m'impressionne un peu. Effectivement, avec Gabriel, on se connaît depuis longtemps, puisque moi, je me souviens qu'on bossait dans ta cuisine à l'époque quand tu montais 1 minute 30, à réfléchir à des contenus de blog ou comment présenter un petit peu les choses. Donc, ça fait effectivement bientôt 9 ans. Moi, j'ai lancé ma boîte en 2011, Hello Words. Donc, c'est une structure de marketing éditorial, une production de contenu engageant. Vous allez comprendre un petit peu ce que ça veut dire. Donc, depuis, là, je fête les 10 ans, hein, du coup, de la création de la structure. Et donc, je collabore surtout avec des entreprises du B2B. Je travaille beaucoup sur des sujets techniques, nouvelles techno qui sont plus si nouvelles, numériques, IT, software, industrie. Je travaille aussi en B2C plutôt dans le contexte des ventes complexes, c'est-à-dire, comme on va en parler plus tard, c'est que j'aime bien les parcours d'achat un peu compliqués. Voilà. D'accord. Oui, Antoine, c'est bien Faustine qui a lancé Hello World, tout à fait. Et effectivement, elle l'a lancé avant 1 minute 30 et on s'est connus très vite après le lancement d'1 minute 30. Pour commencer un peu notre échange, tu t'as fait des très longues notes hyper intéressantes, donc je vais essayer de suivre le déroulé que tu as préparé. C'était pour me rassurer. Ouais, tout à fait, mais c'est pas mal pour une fois. Par rapport à ça, quelques définitions pour distinguer le brand content, le content marketing, le marketing de contenu, les stratégies de contenu web. Est-ce que tout ça Oui, c'est la parce même que chose ou est-ce qu'il y a des différences? alors, il y a des petites différences en termes de wording. Disons que le brand content, ça va être plutôt utilisé dans le B2C. On va plutôt parler de content marketing en B2B. De manière générale, moi, j'emploie les deux un peu de manière interchangeable. Je parle de marketing de contenu, de stratégie de contenu web. De manière générale, l'idée, c'est qu'on va aider les entreprises à attirer des visiteurs et des prospects pour les fidéliser et les convertir en clients. C'est ce que tu dis depuis 2012, Gabriel, avec à l'époque l'inbound marketing, aujourd'hui l'acquisition strategy design. Le brand content ou le content marketing, c'est une sous-discipline de ce que tu fais. Ça va venir, c'est un levier qui va venir aider la stratégie finale. Et donc moi, dans ma discipline, je vais utiliser 3 leviers principaux. La stratégie éditoriale, la création de messages ciblés et de valeurs, et des techniques de narration qui vont permettre de créer des contenus dans différents formats. On en parlera plus tard. L'idée étant toujours, bien sûr, de permettre aux entreprises d'être plus visibles auprès de différentes cibles, leur audience, évidemment, les prospects et les clients, les moteurs de recherche, les robots, hein, qui sont importants à prendre en compte, et les réseaux sociaux. Voilà. Donc, quand je dis ça, en général, bon, les gens comprennent plutôt bien, dans les gens du marketing. C'est plus compliqué peut-être quand on n'est pas dans le milieu. Et finalement, ce que je dis à mes clients, pour simplifier, c'est qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous racontez à vos prospects et à vos clients potentiels pour les convaincre de faire affaire avec vous plutôt qu'avec quelqu'un d'autre? Tout simplement. Comment utilisez-vous les mots? Comment utilisez-vous les contenus pour vous faire connaître et pour vendre, quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit la cible? Qu'est-ce que vous dites? Voilà, pour vous adresser Alors à ça, votre c'est client. assez facile en B2B parce que tu parles de ton expertise, tu parles de process, tu parles
de choses assez tangibles. Comment tu fais ce même travail en B2C sur des sujets sur lesquels il y a moins de complexité, moins de process? C'est ce qui nous amène un peu à la distinction entre marketing de contenu et brand content. Comment une marque parle à ses clients, une marque B2C, par rapport à du B2B où on est quand même beaucoup plus sur du factuel, sur de l'expertise. Alors, je ferais pas une distinction si nette parce que finalement, on a quand même la nécessité. Enfin, on est toujours dans l'idée. Moi, je dis toujours à mes clients du B2B comme du B2C, ne parlez pas de vous tout de suite. Justement, l'expertise pour la construire, c'est pas en disant on est les meilleurs, on a été créé depuis 1912, on fait le meilleur savon ou le meilleur logiciel. L'idée, c'est de commencer à se positionner, à se mettre à la place du client et à lui parler du seul sujet qui l'intéresse finalement. Quel est le sujet universel qui intéresse tout le monde de manière voilà quasiment systématique. Ce qui intéresse les gens, c'est eux. Donc, on va chercher à leur parler d'eux, que ce soit en B2B ou en B2C. Alors après, la petite variation qu'il y aura entre B2B et B2C, c'est que en B2B, c'est plus complexe. On parlera plus de problématiques, d'enjeux métiers. Mais bon, on va quand même leur parler de leur quotidien, de leurs enjeux au quotidien, de leurs problèmes. Et en B2C, ça va être la même chose. Quel est votre problème? Quel est votre problème? Moi, je suis pas complètement aligné avec toi. Moi, la différence que je fais quand même entre le brand et le marketing de contenu, c'est que sur le brand, on est souvent sur des choses qui sont beaucoup plus expérientielles, où typiquement, on va prendre Coca-Cola ou des grandes marques B2C. Le sujet, c'est pas de parler des problèmes de soif, non, ou de sucre, ou d'obésité, etc. Et on va s'approprier des univers, la musique, le design, le on va plus être sur d'inspirationnel, donc ça va être plus de la tendance. Et on va sortir de la problématique, du besoin, et finalement du prospect de ses problèmes pour adresser ces centres d'intérêt et bien sûr, mais pour ça, faut le connecter à des choses dans lesquelles il trouve de l'inspiration. Bien sûr. Pour moi, la différence, je la fais vraiment là-dessus, en fait. Pour ça, il faut aussi le connaître, il faut aussi avoir une bonne expérience du fameux buyer persona. Après, bon, moi, c'est vrai que j'ai moins d'expérience du B2C. C'est pour ça que j'ai plus tendance à parler de problématiques et de problèmes, parce que c'est vraiment le cœur de mon activité. En B2C, c'est vrai qu'on est plus sur de l'expérience, plus sur de la... Pour moi, la différence vraiment entre le brand et le marketing de contenu, c'est ça. Quand on est sur du brand content, on projette la marque dans des territoires qui sont pas les siens nécessairement, qui sont pas directement liés à son produit, mais qui sont des valeurs, des sujets sur lesquels elle a envie de s'installer et de connecter avec ses clients. Red Bull, par exemple, est le roi du brand content en s'étant approprié Red Bull. Red Bull, ouais. En s'étant approprié tout ce qui est sport extrême, tout ce qui est sensation, oui, etc. Et qui monte un super magazine en ce moment autour de l'expérience, justement. Voilà, et ça n'a pas grand-chose à voir avec la boisson, mais ça permet de connecter et de se rapprocher de ses cibles, de créer des communautés. Et en cela, pour moi, il y a quand même une vraie différence entre le brand content et le marketing de contenu qui est lui, plus pratico-pratique. Et ce qu'on voit aussi, la grande tendance justement autour de ces valeurs-là, ça va être les préoccupations environnementales en ce moment. De se dire, voilà, on se rapproche de ces valeurs-là en mettant en avant des démarches RSE, par exemple. Ou, je pense aux DNVB, aux marques directes qui vont se positionner sur ce genre de problématiques. Voilà, qui vont dire, nous, nos matériaux sont recyclés, ou nous, on se positionne sur des problématiques environnementales. Elles n'ont pas forcément de légitimité, mais elles savent que c'est des valeurs qui sont intéressantes pour les clients et que ça va fédérer davantage que si on parle simplement de mode. Ou d'un produit où je pense à Teddy Bear, Cézanne, le slip français. Bon, comment t'es légitime sur des valeurs environnementales quand tu vends du matelas ou de la fringue, quoi. Voilà. Ouais. Du coup, effectivement, oui, je suis d'accord. Mais c'est vrai que j'ai plus cette connotation B2B, moi, pour le coup. Donc, c'est un peu, c'est ma déformation professionnelle. et qu'est-ce qui va faire un bon contenu? Restons sur le B2B. Qu'est-ce qui, pour toi, va faire un bon contenu? Un contenu qui n'ennuie pas, un contenu qui attire l'attention? Un contenu qui attire l'attention, c'est un contenu qui va être justement orienté sur... j'en reviens à mon problème. Moi, je pense que c'est un contenu qui est orienté sur ce besoin fondamental, qui est utile, qui va permettre...
je suis désolée, j'espère que vous entendez pas, j'ai des travaux. C'est pour ça que j'ai mis les écouteurs. Il y a des travaux dans mon immeuble. Non, c'est nickel. C'est bon, ouais, parce que moi j'entends la perceuse, c'est assez pénible. Donc je disais, j'ai perdu le fil du coup. Oui, un contenu qui va être orienté sur le parcours d'achat du client. Mais encore une fois, je suis connotée B2B, hein. Donc je te laisserai compléter si tu le souhaites plus sur l'axe B2C. Pour moi, c'est un contenu qui va accompagner le client dans son parcours d'achat, qui va le permettre de gagner en maturité dans ces différents états du parcours d'achat tels que tu les décris très bien dans ton bouquin, depuis la prise de conscience du problème, en passant par la décision d'investir jusqu'à l'acquisition de la solution. C'est un contenu qui va venir jalonner, qui va venir le capter très en amont et qui va permettre de l'accompagner dans sa réflexion. Bien sûr, ça n'empêchera pas. Là, j'ai toujours cette dimension un peu d'information et d'éducation en B2B. Ça n'empêchera pas qu'on ait envie de le distraire, de l'inspirer ou voilà, d'apporter une autre dimension également plus ludique. C'est ce que Corinne dit dans le chat. Elle parle pas de B2B ou de B2C. Elle parle aussi de B2H pour le H de human. Est-ce que c'est quelque chose que tu prends en compte quand tu rédiges ou quand tu conçois un contenu? Bien sûr, les valeurs, l'humain, surtout aujourd'hui, on a vraiment ce retour. Voilà, on a envie d'être inspiré, on a envie de. C'est une période avec tant d'incertitudes que l'avenir est compliqué à anticiper et on y viendra quand on parlera des différents types de contenus. L'humain est très valorisé aujourd'hui, peut-être justement davantage que la technique. La technique prend un peu de recul et on le verra dans les différents formats qui sont tendance pour moi actuellement. C'est l'humain qui prime. Les valeurs, l'éthique. Et comment tu t'adresses à l'humain en fait pour réussir à l'engager sans tout en restant concentré sur son problème, sur l'enjeu qu'il rencontre, sur la situation auquel il fait face. Est-ce que c'est dans le ton? Est-ce que c'est dans la personne que tu utilises? Comment tu vas aller chercher l'humain et pas le collaborateur de l'entreprise prospect? En cherchant à bien le connaître et puis en utilisant différents types de formats, en variant les formats et en essayant de dépasser toujours en étant toujours dans une dimension d'utilité et non pas une dimension promotionnelle ou commerciale. Toujours en allant travailler sur les valeurs fondamentales qui vont l'animer. Mais pour ça, encore une fois, il faut bien le connaître. Faut bien connaître sa cible, faut bien l'avoir travaillé. Et ensuite, on va aller lui proposer différents formats qui vont lui permettre de varier. On a plein de possibilités aujourd'hui en termes de contenu. Tout est possible. Maintenant, alors je sais pas si tu veux qu'on parle plutôt des types de formats du coup qui sont. Non, moi j'étais là vraiment sur essayer de comprendre la façon de créer de l'adhésion, peut-être en travaillant sur les personas, en travaillant sur les enjeux du client qui sont bien sûr professionnels mais qui sont personnels à côté, pour aller chercher dans la façon d'écrire pour lui une connexion qui ne soit pas que rationnelle. Comment tu vas mettre de l'émotionnel? L'émotionnel, encore une fois, ça va être de bien connaître le buyer persona et de prendre en compte aussi voilà sa journée, enfin comment il va se connecter, comment il va être en interaction, quel est son comportement sur internet, quel est son comportement, quelles sont ses problématiques, quelles sont ses préoccupations. Donc oui, j'en viens à bien le connaître. Pour créer de l'émotion, il faut bien le connaître, il faut savoir parler au cerveau, à des enjeux de survie. Même quand tu es Coca-Cola, tu vas quand même parler des enjeux de survie quand tu fais du matériel audio. Je pense à cet exemple, si tu fais du matériel hi-fi ou audio, l'enjeu de survie, ça va être peut-être de passer des bons moments en famille et d'être bien équipé pour prendre du plaisir. C'est un enjeu de survie, donc c'est s'adresser au cerveau de son consommateur et encore une fois, pour ça, il faut bien le connaître pour bien l'accompagner. Et tu fais quoi pour bien le connaître? Je l'étudie, j'en parle avec mon client, je vais aller creuser, je vais aller chercher, on va faire des
des tests, on va faire des interviews. Il y a plein de. Enfin, je vais chercher à connaître le consommateur final en lui parlant. Et tu parlais tout à l'heure du parcours d'achat et des 3 étapes effectivement qu'on évoque dans Acquisition Strategy Design. Pour toi, tout au long de ces étapes, comment les contenus évoluent entre ceux que tu indiques pour la prise de conscience du problème, ceux qui vont participer à la décision d'investir, ceux qui vont être en fin de parcours au moment de l'acquisition de la solution. Qu'est-ce qui change dans les contenus au fur et à mesure? Alors, ils vont devenir de plus en plus techniques. On va être d'abord sur quelque chose de très vaste pour inspirer, pour distraire, pour capter autour de quelque chose de très large. Et on va avoir un effet un petit peu de pyramide inversée, de tunnel, où plus on va avancer dans le parcours client, plus on va être spécifique, plus on va pouvoir être promotionnel en fait. À partir du moment où le client va prendre la décision d'investir et d'acheter, là on va pouvoir lui parler peut-être de caractéristiques techniques, de prix, lui apporter des dimensions. Je parle encore très B2B, hein, mais lui apporter peut-être des dimensions plus techniques. Au début, on peut pas se permettre parce que ça va le perdre quand il n'a pas conscience de son problème. Si on lui parle directement pour un ordinateur de capacité de processeur ou quoi, bon, ça va pas lui parler. En revanche, quand il est au stade de la comparaison et de la décision d'investir, on va pouvoir se permettre là de faire entrer en jeu des dimensions plus commerciales. Donc sur l'alignement entre le marketing et les ventes, on va peut-être pouvoir faire ressortir un peu une dimension un peu plus commerciale sur la fin du tunnel pour aller ferrer le client. Mais au début, je pense qu'il faut être vraiment très média, très généraliste pour simplement divertir, être utile avant de sortir les éléments de réassurance plus techniques. La technicité. Donc on est sur quelque chose qui est de l'ordre du problème ou qui est de l'ordre de ses centres d'intérêt au début et on se concentre au fur et à mesure vers le produit ou le service, ses caractéristiques et effectivement cette dimension plus commerciale le cas échéant. Une petite remarque de Patrice dans le chat tu connais Patrice Lobigna, toujours expert du marketing émotionnel et qui réagissait à la notion de émotionnel égale enjeu de survie. Alors, je vois pas les commentaires. Tu vois pas le chat sur le côté? Il y a Patrice qui dit émotionnel égale enjeu de survie, deux points d'interrogation. Alors, du coup, quelle est la question? Je sais pas, pour toi, l'émotion, c'est de la survie nécessairement? Je pense que c'est ça. Alors, la survie, c'est un grand terme. Disons qu'on en revient. Moi, par survie, j'entends ce qui a trait au cerveau, ce qui a trait vraiment. La survie moderne, effectivement, c'est pas la survie telle qu'on la concevait chez l'homme de Cro-Magnon. Je suis bien d'accord. Ce que j'entends par survie, c'est au quotidien. On doit trier les informations, on est en permanence submergé d'informations. Et le cerveau, pour faire le tri dans tout ça, va retenir uniquement ce qui concerne sa survie. Donc, la survie, ça peut être simplement quelle est la technique pour travailler effectivement, efficacement, du chaos à la zone de confort. J'en profite pour montrer, il y a Philippe de Liège qui faisait une blague en disant qui était Patrice Lobigna. Donc, j'en profite pour montrer l'ouvrage que j'ai de lui et il est en train d'écrire avec Philippe Guillonnec et non pas de Liège chez 1 minute 30 un ouvrage qui va s'appeler Marketing Zéro. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que dit Chloé? Excellent spécialiste que j'ai eu la chance d'avoir en tant que professeur. Super. Merci Chloé. On va passer effectivement au sujet que tu évoquais, à savoir les différents types de contenus. Il y en a effectivement pas mal et dans le bouquin j'en ai présenté aussi pas mal de variétés aussi. On parle des articles de blog, des témoignages clients, des livres blancs, des vidéos, des podcasts, des quiz, etc. Est-ce qu'il y en a que tu privilégies? Comment tu utilises un contenu par rapport à un objectif? Alors, par rapport aux objectifs, du coup, moi, je vais avoir tendance à distinguer deux types majeurs de contenu, mais ça va être du coup une distinction un peu B2B et B2C.
pour le coup. Pour le B2B, on va avoir tendance à privilégier la notion de contenu de stock, c'est-à-dire on est sur des contenus qui vont avoir une plus grande longévité, peut-être un plus grand intérêt dans le temps, quelque chose de plus pérenne, des contenus qui sont moins périssables, qui vont du coup davantage pouvoir mettre en avant l'expertise du client. Là où en B2C, on va peut-être davantage être sur une notion de flux de contenus qui sont publiés plus régulièrement, qui sont peut-être plus éphémères, dans une logique un peu plus périssable, plus d'actualité, et dont l'intérêt n'est valable qu'à un moment donné. On est peut-être plus dans une recherche de divertissement, comme tu le disais, par rapport à Coca-Cola ou Red Bull, ou voilà. Là où en B2B, on va être plus dans une logique d'aller répondre à une problématique, donc avoir un contenu qui soit peut-être plus documenté, plus technique et plus durable. Donc ça va être une distinction de base que je vais faire entre le B2B et le B2C. Cela dit, aujourd'hui, comme on est dans une période où on travaille à la maison, on est en télétravail, les sphères privées et professionnelles sont quand même très mélangées, très liées. On va peut-être avoir une combinaison plus facile entre les deux. Donc moi, ce que je vais conseiller à mes clients, ça va être d'alterner, de combiner un petit peu des contenus de stock et des contenus de flux, des choses plus pérennes qui vont pouvoir garder sur leur site très longtemps, comme toi par exemple, tes livres blancs qui sont toujours valables, qui sont toujours lisibles, qui sont toujours téléchargeables, qui ont toujours valeur d'actualité. Contrairement à des contenus de flux, d'actu qui le seront peut-être un petit peu moins dans la durée. Voilà, donc l'idée c'est d'alterner peut-être un petit peu entre la démonstration d'une expertise ultra documentée et des choses un peu plus divertissantes pour capter l'attention, maintenir l'intérêt toujours au quotidien dans un monde où on est quand même submergé toujours. Tout le monde veut communiquer, donc il faut quand même se différencier. Et tout en permettant aux marques effectivement de démontrer leur expertise, voilà, toujours dans un angle un peu plus B2B me concernant. Ouais, j'ai montré tout à l'heure le livre de Patrice. Là, je vais montrer le livre que tu as gentiment derrière toi. On le voit d'ailleurs sur ouais, ta t'as table vu, basse. j'ai fait une petite. C'est super. Donc, Acquisition Strategy Design, un livre qu'on a écrit entre autres avec Patrice et avec 22 experts. Je trouvais que c'était pertinent de vous partager. Alors, on n'a pas mis dans les slides, donc c'est plus compliqué, mais de partager, c'est quoi? C'est la page 236 et 237, où on a effectivement la matrice de contenu. Voilà. Et qu'on a distingué entre l'émotionnel en haut et les contenus plus rationnels en bas. Donc, si on doit classifier peut-être un peu plus B2C en haut et un peu plus B2B en bas, même si je suis d'accord avec Corinne et avec toi sur le fait qu'aujourd'hui tout se mélange, mais on va avoir des choses un peu différentes et associer ces différents contenus aux différentes étapes du parcours d'achat, donc la découverte du problème et puis la résolution du problème. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est Jérémy qui a changé des choses là? Ouais, il a mis en place des slides, je comprends pas pourquoi. Peut-être pour essayer de montrer la matrice. Mais si, là, du coup, ça rame. Ah, d'accord. Mais bon, start, je vais voir ce que ça donne. On a... Bon, on va stop slide presentation, mais on a perdu l'image. C'est bizarre. Je ne sais pas si tout le monde ne nous voit pas ou si elle est dans les slides. Les autres, mais là, moi, ça rame aussi. Je vois rien. Ouais. C'est la première fois que ça nous fait ça. Vous nous entendez encore? Oui, je re-upload, me dit Jérémy. Je relance. Je suis de retour. Et toi aussi? Mais moi, alors je relance aussi parce que je ne vois pas. Ouais, oui, on entend. Tu vas revenir. Hop, faut remettre ta caméra. Ouais. Voilà. Bon. Vous retrouverez la matrice là. Et au cas où, on pourra vous envoyer. Effectivement, cette matrice est très complète. Elle montre bien, je suis d'accord, il y a cette gradation entre émotionnelle et rationnelle. Mais je trouve quand même qu'aujourd'hui, il y a vraiment un mélange et on le voit sur il y a des marques très techniques, très B2B qui arrivent en jouant sur l'émotionnel aussi à capter
même sur l'humour aussi, qu'on ne croirait pas forcément pertinent en B2B sur des industries ultra techniques, qui arrivent quand même à utiliser des ressorts émotionnels pour aller capter l'attention sur du B2B. Donc je suis entièrement d'accord avec cette répartition de la matrice qui est très bien faite et qui montre toute la variété de formats qu'on a. Mais j'ai le sentiment qu'aujourd'hui on peut vraiment jouer sur plein de leviers différents pour capter l'attention et que c'est vraiment un peu du cas par cas et qu'on a vraiment une grande liberté, en tout cas pour toucher le public, quoi. Et par rapport à ça, on a eu beaucoup longtemps, on a dit le contenu est roi, là. Et puis après, on a beaucoup dit aussi le contenu, il y en a trop, l'infobésité, etc. Qu'est-ce que tu dis de toutes ces polémiques sur il faut faire plus de contenu ou il y a trop de contenu? Comment tu te situes par rapport à ça? Alors moi, je pense qu'aujourd'hui, l'idée, ce serait effectivement peut-être de faire, pas forcément moins, l'idée, c'est pas de publier moins, mais de publier mieux, de faire des contenus engageants de meilleure qualité. Il y a une tendance, un retour au slow content, ça on le constate. Finalement, là où à une époque, on voit qu'il y a quand même il y a eu une tendance à des contenus très courts, à essayer d'être très viral, à essayer d'encourager le partage, d'aller vite. Ce retour au slow content, pour moi, c'est aussi un retour à la parole, au temps, à une certaine longueur dans la capacité des entreprises à prendre la parole. Et on le voit avec le podcast, par exemple. Des formats comme le podcast qui peuvent être très longs. On a des formats jusqu'à 30-40 minutes, parfois même 1 heure, qui fonctionnent très très bien. Parce que peut-être aussi les gens en télétravail sont à la maison, donc on n'a pas le voisin dans l'open space qui va venir regarder ce qu'on est en train de faire, ou voilà, on a peut-être plus de facilité à consommer des contenus plus longs, des vidéos aussi. C'est plus facile à la pause déj de se mettre une vidéo par rapport à la pause déj en open space. Mais je pense qu'il y a justement voilà un retour à la qualité, plus de documentation, plus de temps pour est-ce qu'il faut nécessairement opposer slow et snack? Parce que moi, mon sentiment, c'est plutôt qu'il y a de la place pour tout. On voit sur LinkedIn, ça reste, et c'est encore de plus en plus, même si ça en devient pénible, le territoire du snack avec LinkedIn qui ressemble de plus en plus à des boucles WhatsApp avec des mèmes qui se baladent dessus, avec les mêmes blagues que tu reçois sur WhatsApp, que tu vois sur LinkedIn, et qui marchent bien. Est-ce qu'on peut dire que le snack est mort et qu'il faut faire du slow, ou c'est plutôt faut faire les deux selon les situations? Je pense pas qu'il faille condamner un type de contenu. L'idée pour moi, c'est de savoir bien combiner, de savoir être cohérent avec son image et sa stratégie et d'être authentique. C'est l'authenticité qui doit primer. Donc on va pas se priver de faire du snack si ça fait sens, si ça alimente, si ça soutient une stratégie par ailleurs qui soit vraiment premium. Par premium, j'entends qu'il y ait vraiment un fond, qu'il y ait vraiment des messages clés, qu'il y ait vraiment de la valeur. Donc on va pas se priver d'en faire. Maintenant, je trouve ça dommage de ne faire que ça, d'être simplement dans une logique voilà de rapidité, d'éphémère, tout ça pour être visible à tout prix, si derrière ça ne crée pas de valeur profonde. Donc ce retour au slow content pour moi n'est pas que tout le monde connaît sur LinkedIn et que j'ai reçu ici connaît un super succès en faisant des trucs hyper snackés. En parlant de sa vie, en parlant de sa mère, en parlant, en montrant comme en quoi il est un super patron, proche de ses employés, etc. Et ça lui réussit très bien et ça lui permet de développer son audience, de développer sa clientèle sur ses offres de formation et sur son agence. Et je crois pas qu'il fasse beaucoup de slow pour le coup. Et à côté de ça, je suis d'accord avec toi qu'il y a des podcasts qui cartonnent en étant sur des formats très longs et en créant une relation beaucoup plus intime avec son audience. Moi, mon sentiment, c'est qu'il y a de la place pour tout dans ce monde. Oui, je suis d'accord. De la même façon que d'un point de vue physique, d'un point de vue personnalité, il y a de la place pour différents types de musique, différents types de personnalités. Dans les contenus, on a beaucoup tendance, et en marketing, moi, je trouve que c'est un tort de la profession qui a
souvent tendance à opposer une pratique à une autre, à dire que ça marche plus alors que ça marchait et que c'est maintenant ça qui marche. Moi, je pense que chaque innovation, chaque nouveauté, chaque nouvelle technique n'est pas là pour effacer ou enlever les précédentes, mais venir se rajouter et offrir plus de choix. Je suis entièrement d'accord. C'est vraiment ça, un peu la philosophie aussi du bouquin Acquisition Strategy Design, c'est bien comprendre les clients pour aller piocher dans la boîte à outils des spécialités de la cartographie de l'acquisition qu'on présente, une action qui se prête bien à ce client-là en particulier, à ce parcours d'achat en fait. Exactement. C'est pas du tout une opposition. Effectivement, je suis entièrement d'accord qu'il y a vraiment la place pour tout. Mais je suis contente de voir qu'il y a un retour à ces formats-là qui étaient un peu occultés. Où on avait tendance à dire non, c'est trop long, ça va à partir de sur les vidéos, on disait ouais, ça dure plus de 3 minutes, on va perdre tout le monde. Et là, on se rend bien compte qu'en fait, des formats bien plus longs peuvent très bien fonctionner. Et ça, j'en suis très heureuse parce que moi, pour le coup, c'est des formats que j'affectionne. Et donc, je suis ravie de voir que des vidéos longues, des podcasts longs ont aussi retrouvent leur place au milieu de tous ces contenus. Des webinaires longs comme celui-ci. Voilà, des webinaires longs, des tables rondes. La grande mode des tables rondes, j'adore ça. Je trouve ça hyper intéressant. On a quand même des formats aujourd'hui. Avant, il y a encore quelques années, tout le monde aurait hurlé en disant mais non, on va perdre l'auditeur. Ça va être trop long pour lui. Là, on peut se le permettre. Donc effectivement, il y a de la place pour tout. C'est du cas par cas. Il n'y a pas de règle en fait, ça dépend vraiment de la volonté aussi du client. Bon, Philippe dans le chat nous fait des blagues qui a dansé le slow, mais il est plus tout jeune, Philippe, lui non plus. Le slack dancing. je suis pas si sûr que. Qu'est-ce que font nos enfants? Est-ce qu'ils dansent le slow encore? Je sais pas, moi. Ils sont trop petits, les miens, pour avoir l'info. Mais est-ce que vos enfants adolescents font encore des slows? Moi, je suis pas sûr. Hein. Il n'est pas assez grand encore, je sais pas. Ouais, c'est pareil. En même temps, on n'a plus le droit de se toucher aujourd'hui, donc comment tu fais un slow? Est-ce qu'il y a d'autres formats que tu voulais adresser? Alors, donc, on a parlé de vidéos et de podcasts. Moi, il y a un format aussi, que je pense quand même bien à la mode. Le live streaming, on n'en a pas parlé. Le retour au direct type flux télé. C'est assez drôle de voir que pendant des années, on s'est éloigné de ces flux en direct en se disant, voilà, c'est la fête du replay. Et maintenant, on a ce retour, puisqu'on est dispo, puisqu'on est à la maison, on a envie aussi d'instantanéité. C'est le retour à des contenus très personnels, engageants, faciles à produire, qui ont sauvé certaines marques. Je pense aux salles de sport. Moi, par exemple, Neoness Live. Merci Neoness Live d'exister parce que du coup, j'ai des profs en direct sur ma télé qui me font des cours de sport. Donc, ce type de contenu, comme si on y était. Pour moi, c'est un petit peu la tendance du moment. Aussi bien en B2B qu'en B2C, puisque ça a permis aussi à pas mal de conférences de pouvoir se tenir, des summits, des content summits, des B2B summits. Donc on l'a vu aussi pour les concerts, pour la musique. Chanel qui a organisé un concert live avec la chanteuse Angèle depuis Instagram. Donc pour moi c'est le contenu qui va un petit peu bien marcher encore cette année. En tout cas, c'est le live streaming que j'aime beaucoup. Et qui sont adoptés, là tu parlais de Neoness, là tu parlais des concerts aussi, mais comment les marques se l'approprient? Je suis rassuré, merci Corinne de me rassurer sur le fait qu'il y a encore des slows. Est-ce que les marques peuvent s'approprier les concerts dont tu parles ou ça reste chacun dans son coin? Est-ce que les marques peuvent s'approprier quoi, pardon? J'ai la personne. Les concerts là tu parlais beaucoup d'un côté Neoness qui faisait des cours de sport et de l'autre côté Angel et un certain nombre d'autres artistes. Chanel l'a fait, c'est pas seulement les majors, on parle, c'est les artistes. Et on a beaucoup d'artistes qui ont pris eux-mêmes l'initiative
de divertir les gens en se disant bah tiens je vais publier ma petite chanson, je vais aller voilà. Mais là Chanel a été précurseur en organisant un concert, donc via Instagram et avec des moyens somme toute très basiques, on peut faire des choses très intéressantes. Et je pense que c'est aussi en collaborant entre marques ou avec des guests. Il y a vraiment cette tendance aussi d'aller inviter, d'aller se dire telle marque qui est complémentaire, donc du coup ensemble on va créer un plateau, on va créer quelque chose, un live streaming sympa pour adresser des publics complémentaires. Et puis la notion de guest aussi, c'est de faire venir quelqu'un qui va attirer, drainer de l'audience. Donc on est toujours dans cette logique un peu d'influenceur qui existe depuis longtemps. Et je pense que plus que jamais, elle a lieu d'être actuellement pour divertir, parce qu'on en revient à ta logique de divertissement, que ce soit en B2B ou en B2C. On a besoin de changer les idées. Au-delà de travailler nos problématiques métiers et compagnons, on a besoin de se changer les idées, effectivement. J'ai vu que tu as préparé aussi quelques chiffres sur les podcasts. Oui, alors j'avais, parce que vraiment, moi, c'est passion podcast. Hein. Je vous conseille, j'ai les petits magazines, le Pod, il y a aussi le pod.fr qui est un super site où vous pouvez trouver tous les podcasts qui existent. Moi, c'est vraiment ma grosse passion. Donc, c'est un super contenu, super intime, qui marche vraiment bien. Médiamétrie a publié des chiffres très récemment, donc disant que la consommation mensuelle de podcasts affiche 100,6 millions de titres écoutés en streaming ou téléchargés en janvier 2021, soit 5,4 millions de plus qu'en janvier 2020. C'est énorme, vraiment. Donc on est à x2. 5 millions de plus, pardon. Le cap des 100 millions d'écoutes n'avait pas été franchi depuis novembre dernier, et on se rend compte que voilà, il y a aussi bien des podcasts qui ont déjà été diffusés, donc c'est plutôt de la radio, ou des podcasts natifs, où là on va être plutôt sur des contenus originaux de marque qui fonctionnent, hein, tout fonctionne très bien. La fiction comme le témoignage. On voit que les deux sont vraiment. Je vous invite vraiment à aller voir le pod.fr. Il y a vraiment une mine de podcasts à découvrir, de tout type, de tous horizons. Hein. Je parle pas seulement des marques, là c'est vraiment tout confondu. Ok. Aide-moi parce que je suis paumé, là je n'arrive pas à rebondir. Je suis désolé, je vous ai dit, je suis un peu crevé. Tu parlais d'exemples de podcasteuses aussi. Là, je vois dans tes notes, tu parles de Niki Tomalin ou Tomalin, je connais pas. Non, alors ça c'est un exemple de podcast qui est un podcast de fiction, parce que c'est vrai que c'est pas évident la fiction en podcast. C'est un des précurseurs qui s'appelle The Message. C'était pour montrer qu'en fait tout le monde peut faire du podcast, parce que souvent quand j'en parle, on me dit oui mais le podcast c'est quand même c'est pas évident, n'importe qui peut pas en faire. Comme la vidéo, hein, on va avoir tendance à dire, moi j'ai des clients d'industrie très technique qui vont dire oui mais nous c'est pas sexy ce qu'on fait, donc comment on va réussir à faire de la vidéo sur des entreprises soit très techniques, soit indifférenciées, où ils vont dire bah, quel est l'intérêt. Et là, The Message, c'est General Electric qui a parié sur l'audio en 2015, donc c'est vraiment un des précurseurs, avec une fiction audio en 8 épisodes qui a vraiment placé le son au cœur de l'intrigue. Et donc on y suit effectivement la podcasteuse et reporter Niki Tomalin, et une équipe de cryptologues qui essaie de décrypter un message extraterrestre qui a été enregistré il y a plus de 70 ans. Donc tu vois comme quoi même General Electric peut aller proposer un contenu hyper rigolo, quoi, enfin qui soit vraiment inspirant et divertissant, alors qu'on s'y attend pas. Pour la vidéo, de la même manière, on a des possibilités infinies. Même si on fait du gaz, je pense à Gazprom Énergie, pour qui j'avais bossé il y a quelques années, qui a fait un magazine hyper intéressant, hyper ludique sur le gaz. Qui aurait parié sur du contenu rigolo sur le gaz, quoi. Voilà. Ouais, alors là, ça fait le parallèle avec ton autre métier. Tu travailles dans la télé, dans le cinéma, tu proposes tes scénaristes, etc. On te voit aussi avec ton t-shirt Star Wars. Donc, je te connais comme féru de science-fiction, de retour vers le futur, etc. Ouais. Comment t'arrives à... Est-ce que c'était arrivé de réussir à mettre en pratique ton expérience du scénario, de la fiction, dans tes boulots plus market? Bien sûr. Bah, moi là, ce que je vise, après, je l'ai pas forcément
ça, je l'ai pas encore beaucoup fait, mais je vise de faire de la vidéo d'animation pour les entreprises. L'animation, j'aime beaucoup ça. Et après, le scénario, effectivement, intervient du moment qu'on raconte une histoire, du moment qu'on fait du storytelling, peu importe, on s'adresse toujours, j'en reviens au cerveau. Alors, pardon pour l'émotion et la survie, pour moi, je confonds un peu les deux parce que c'est peut-être mon obsession et que c'est ma propre survie de m'adresser aux émotions en permanence. Mais on s'adresse au cerveau de quelqu'un et dans cette logique, on va avoir envie de créer des histoires qui lui parlent. Donc, j'utilise en permanence des techniques de storytelling au service du marketing. Maintenant, ma vocation pour 2021, ce serait de faire aussi du vrai scénario d'animation pour les entreprises. Et je pense notamment, je vous invite tous à aller voir si vous ne connaissez pas. Il y a un petit film comme ça qui était très sympa. C'est Renault qui avait fait il y a quelques années une petite vidéo en motion design. Je vais vous mettre le lien. Je peux mettre, je vais vous la retrouver. Alors motion design à la Pixar, hein, qui a fait un petit film de type Pixar pour promouvoir la sortie de véhicules électriques. Et c'est un petit film d'animation comme ça qui va jouer sur une petite histoire d'amour. Qu'est-ce qu'il y a de plus universel que les sentiments et que l'amour, et qui va jouer sur la rencontre comme ça entre une rencontre amoureuse pour promouvoir un véhicule électrique. Donc on peut vraiment utiliser, on a vraiment des techniques de narration aujourd'hui qui sont disponibles et qui peuvent servir à tout le monde, peu importe. Encore une fois, voilà, je vois. Merci pour l'aspect sexy de la techno et de l'industrie. Oui, ça peut être sexy. Si on parle, si on divertit, si on parle au cerveau, tout peut être sexy, tout peut être ludique. Donc là, je vous mets le petit lien vers Renault. Tout commence par un moment électrique. Ça, je trouve cette vidéo magique et c'est exactement ce que j'aimerais faire pour tous mes clients. Et tu as eu l'occasion de faire des choses aussi sexy ou finalement pas tant que ça parce que… J'ai proposé des choses, mais ça coûtait cher. Non, je propose. Pour l'instant, j'ai pas encore eu l'occasion de faire The Postman de Renault, mais on en discute. J'ai eu l'occasion, en tout cas, d'inspirer un peu des clients, de leur donner envie, de planter dans leur cerveau, de faire des petites inceptions comme ça, en espérant que les budgets permettent un de ces quatre de le faire. Bon, si tu as des bonnes idées pour 1 minute 30, moi je suis preneur. J'ai toujours plein d'idées, moi. Après, voilà. Avec effectivement la contrainte financière où il faut pas que ça coûte trop cher. Ça, voilà. Alors évidemment, du motion design, comme je vous envoie le lien là, ça coûte cher. Maintenant, en vidéo, actuellement, ce qu'on cherche à faire, c'est ce que je disais sur les formats qui sont à la mode. Ce qui est à la mode actuellement, ça coûte pas cher. Le podcast, moi j'ai acheté un micro là. Voilà, regardez. J'ai un micro, une carte son. Je fais du podcast à la maison. Ça m'a coûté 200 € d'investir, voilà, sur un matériel de base. On a des outils aussi. J'ai perdu le nom de l'outil, mais il est possible aussi d'enregistrer des webinaires en ligne avec un son pas trop dégueu pour en faire du podcast. Pour la vidéo, on fait une table ronde, un petit dispositif de type télé. Hop, on s'enregistre. Un bon micro. Encore une fois, il faut du bon son. Si le son est bon, ça va. L'image peut ne pas être terrible si le son est bon. On peut faire plein de choses aujourd'hui pour pas cher. Maintenant, faut trouver aussi les bons sujets. Si on a bien travaillé notre parcours client, si on a bien travaillé l'envie de la cible, on peut parler de tout, on peut tout faire pour pas très cher. Mais c'est sûr qu'évidemment, si on veut faire du Pixar, ça risque de coûter un petit peu plus cher parce que ça prend quand même pas mal de compétences. Sans faire du Pixar, moi, tu parlais de storytelling. Moi, en 8 ans, pour mes clients, on a peut-être fait un tout petit peu de storytelling. On a fait des contenus slow, on a fait des podcasts, on a fait des vidéos, etc. Mais aller vers vraiment du storytelling, vers de l'histoire, vers de la fiction, on l'a jamais fait. Alors, Jérémy me corrigera peut-être parce que ça demande déjà une part d'inventivité sur le sujet, puis d'oser prendre un tel pari. Et je ne sais pas si toi, tu as rencontré des clients qui se sont vraiment permis de faire de la fiction ou un vrai storytelling. Il y a romance, bien sûr, avec aussi la pub Intermarché, etc. Mais finalement, c'est vraiment pas si fréquent. Il y a eu une envie il y a quelques années où il y avait cette envie de faire de la web série. La web série a été quand il y a BNP Paribas qui avait commencé avec les colocs, qui avait lancé un peu le truc. Le problème, ça a été un problème de coût.
Et c'est toujours la même chose. Alors après, quand je parle de storytelling, je parle pas forcément de fiction. Hein. Le storytelling est plus vaste pour moi. Ça peut être aussi simplement de dérouler des valeurs, d'être dans une logique d'acquisition autour des valeurs de la marque, et on va raconter une histoire de la marque qui passe pas forcément par la fiction. La fiction peut venir soutenir, effectivement, mais c'est vrai que en fait, il y a un problème les marques osent pas. Ça peut fonctionner, mais les marques osent pas. C'est encore vu comme des formats qui ciblent des cibles très jeunes. Moi, souvent on me dit ouais, non, mais c'est pour les ados, c'est pour les jeunes adultes. Donc il y a encore ces freins-là à lever. Je pense, cela dit, ouais, ça peut fonctionner. Après, c'est des marques aussi, sinon les marques qui vont y aller, ça va être sinon le luxe. Le luxe aime bien aller dans la fiction, dans le court-métrage. Parce qu'ils ont les moyens aussi, voilà. Donc il y a ce frein par rapport à la cible et par rapport au budget. Je pense qu'on peut dépasser parce qu'il y a vraiment des choses à faire et que ça va être du cas par cas encore une fois, mais on peut faire des belles choses. Alors, effectivement, les budgets sont un frein. Oui, voilà, le budget, c'est vraiment le frein principal parce que pour faire de la fiction, faut tout un dispositif. Donc on va avoir tendance à conseiller d'autres formats. Moi, quand la vidéo, c'est pas forcément de la fiction. La vidéo, il y a plein de possibilités. C'est pas que de la web-série. Et mes clients, la plupart du temps, vont finir par opter pour de l'interview, du témoignage client, quelque chose qui soit très simple à mettre en œuvre. Mais c'est parce que seul, j'adresse aussi des gens qui n'ont pas des budgets surdimensionnés. Ouais, je suis d'accord avec toi que raconter une histoire ne nécessite forcément pas un gros budget, mais ça nécessite une très belle créativité pour être juste. Et effectivement, on est quand même en compétition quand on est entreprise et qu'on veut se lancer dans une forme de fiction avec des producteurs de télé et de cinéma qui disposent de moyens considérables. Puis surtout, qui ont des scénaristes, qui ont des équipes vidéo complètes, etc. On se rend pas compte surtout du coût, en fait, parce qu'on a tendance à un petit peu invisibiliser tout ce qu'il y a derrière. Donc raconter une histoire, si ça demande quand même un petit peu de budget, parce que ça demande quand même pas mal de compétences et de temps. Sauf si le client a un représentant, un speaker qui a vraiment qui connaît bien son sujet et qui peut très vite être opérationnel sur le fait de raconter une histoire en interview ou quoi. Bon, même ça demande de la préparation, même ça demande quand même de l'investissement. Donc moi, j'ai tendance à penser que raconter une belle histoire demande quand même un petit peu de temps, donc forcément un petit peu d'argent aussi. Tu peux nous détailler ce que tu as pu faire en télé ou en cinéma, où là tu as pu avoir un espace plus adapté ou plus de moyens pour raconter des belles histoires? Plus de moyens, c'est un grand mot, mais disons que moi, ce que j'ai travaillé, j'ai pas eu de diffusion, j'ai pas eu de développement, donc il y a pas de. Ce que j'ai arrêté depuis quelques années là, du coup la télé. Je travaille maintenant sur le roman et un axe cinéma. Ce qu'on va développer, c'est oui, on met plus de temps. Déjà, on passe énormément de temps sur la création d'un synopsis, de la structure, du développement de l'histoire. Ça, en amont, ça prend déjà des mois, voire des années. Donc il y a plus de place pour développer les enjeux, les jalons de l'histoire, mais c'est des processus qui durent, c'est des cycles très longs. Après voilà, enfin je comparerais pas ces deux mondes-là parce que c'est pas du tout les mêmes cibles, c'est pas du tout les mêmes budgets effectivement. Mais je trouve que c'est intéressant d'apporter en tout cas les outils de la fiction au service du marketing. Il y a finalement peut-être plus de liberté dans le marketing en utilisant ces outils-là, puisqu'une fois qu'on met ça à disposition des marques, peut-être qu'on est plus libre. Parce que pour la télé, c'est quand même très fermé. C'est quand même, en tout cas, on a tendance à dénigrer un petit peu la France. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, la télé, traditionnelle, considère encore assez mal son public, considère encore assez mal le consommateur. On a tendance à niveler. Moi, c'est pour ça que j'ai un peu pris de recul par rapport à la télé. Je déplore un petit peu qu'on trouve toujours trop compliqué les histoires qu'on propose au prod et on m'a beaucoup dit non, c'est trop complexe.
les marques ne disent pas ça de leur public. Les marques ont plus tendance à vouloir fournir justement des contenus qui répondent à la complexité du public et qui le valorisent. Donc, je trouve au contraire qu'il y a vraiment des belles choses à faire pour les marques si elles se positionnent justement sur ces postures-là de médias, comme on l'a beaucoup dit, adopter une posture de média, devenez votre propre média. Aujourd'hui, vous pouvez aussi devenir votre propre diffuseur de flux, votre propre producteur en recourant aux bons talents et au beau contenu. On a Pascal qui, dans le chat, nous pose la question du ROI des différents contenus. Pour toi, quels sont les meilleurs investissements ? Alors ça, c'est la grande question quand on me demande quel est le ROI. Moi, je suis dans une obligation de moyens et pas de résultats. Et c'est très dur de promettre un retour sur investissement. J'ai pas de réponse à ça. Je peux pas répondre à la question du ROI puisque ça dépend vraiment de l'entreprise. Ça dépend vraiment de la régularité. Le retour sur investissement tient aussi à la régularité de publication, à l'investissement dans une stratégie de contenu. Donc, on est toujours c'est toujours un peu aléatoire. Bah, moi, je vais me mouiller un peu plus là-dessus. Ça va vraiment dépendre des industries et des métiers. Mais un article de blog qui se référence sur un mot-clé important pour votre entreprise qui va faire vendre va potentiellement constituer un énorme retour sur investissement. On a travaillé il y a quelques années pour des gens qui fabriquaient des usines. Positionner l'article Comment fabriquer une usine ou les 5 étapes de la fabrication d'une usine sur le mot-clé construction d'usine est un article à 200-300 euros qui rapporte plusieurs millions parce que c'est ça, chaque client qui découvre l'entreprise pour construire une usine, c'est un contrat de plusieurs millions d'euros derrière. Donc, on va dire que en termes de retour sur investissement, un article de blog à 200 euros ou à 100 euros ou à 300 euros, mais en tout cas à quelques dizaines d'euros, est capable de produire plusieurs centaines de milliers, voire millions d'euros. Et là-dessus, c'est assez imbattable. Oui, bien sûr. Comme retour sur investissement. C'est juste que je ne peux jamais promettre un retour sur investissement. Quand on me demande quel va être le retour sur investissement, tu peux pas le promettre. Mais effectivement, ce qu'il y a de plus accessible, c'est l'article de blog. Et ça, effectivement, c'est une belle conversion. Je suis d'accord avec toi par rapport à une vidéo comme Renault, celle que je vous ai transmise, qui va coûter extrêmement cher et qui produira peut-être moins de marge. Je suis d'accord avec toi. Donc effectivement, on peut dire sans risque que moins le contenu est cher, plus il a un meilleur retour sur investissement. Ouais. Après, effectivement, il va intervenir dans un parcours d'achat à un moment différent. L'article de blog qui se référence bien et donc qui dure plusieurs années va être extrêmement rentable. Et c'est souvent un vrai point de départ d'une stratégie de contenu quand c'est pertinent, parce que moi, très souvent, et c'est pour ça aussi que j'ai écrit Acquisition Strategy Design, j'avais plein de gens qui venaient me voir en tant qu'expert, pionnier de l'inbound, leader de l'inbound, et qui voulaient faire de l'inbound alors que c'était pas du tout pertinent pour eux. Parce que leur cible était très concentrée, qu'ils avaient moyen de les adresser directement et que ça servait à rien d'attendre que d'être découvert par Internet, par du référencement naturel, etc. Mais quand l'inbound est pertinent parce qu'on est sur un marché diffus qui passe par de la recherche, réussir à positionner quelques articles de blog sur les mots-clés principaux en créant un cocon sémantique, etc., ça va être extrêmement rentable. Mais vraiment extrêmement rentable comme peu d'actions marketing peuvent l'être. Comme le livre blanc aussi. Le livre blanc va avoir sa rentabilité en termes de conversion. Donc, les pratiques de l'inbound marketing peuvent être extrêmement rentables. Typiquement, 1 minute 30 s'est fait connaître grâce à l'inbound, grâce à ses articles quotidiens, etc. Et ce qu'on a investi dans notre inbound a été rentabilisé au centuple. Parce qu'on n'a jamais décroché notre téléphone pour contacter des annonceurs comme Apple, comme SAP, comme Oracle, comme Engie, comme le SCP, etc. Et que tous ces clients sont venus vers nous grâce à nos articles de blog. Donc il y a une vraie rentabilité du contenu, en particulier quand on est
pertinent pour une stratégie inbound. Et puis, il y a d'autres contenus qui vont intervenir plus pour créer de la relation, pour créer de l'émotion, et dont la rentabilité va être beaucoup plus dure à mesurer, parce que on est dans des choses plus intangibles qui sont liées à la valeur de la marque, qui sont liées à la relation, et qui sont de facto des choses qu'on ne peut pas percevoir et traduire en chiffres nécessairement. Et le marketing, c'est pas que des chiffres. Et c'est un peu ça la complexité, comme tu le dis, et ça j'ai la même complexité avec les clients, c'est d'être en mesure de toujours mettre en face un retour sur investissement lié à chaque action. C'est compliqué. Faut voir une stratégie marketing comme un tout qui, elle, doit avoir un retour sur investissement, mais dont tu peux pas toujours tout décomposer. Exactement, c'est très difficile. Mais je suis d'accord avec ton point de vue sur l'article de blog, c'est la base et le livre blanc. Donc, voilà, si je dois répondre, moi clairement, c'est livre blanc et article de blog pour moi qui sont les meilleurs. C'est des contenus très pérennes et qui vont vraiment permettre. S'il ne faut faire que ça, c'est déjà une base, quoi. Jérémy, là on va arriver à la conclusion. Je vais lancer une petite vidéo quand même pour présenter la méthodo Acquisition Strategy Design. J'en ai un petit peu parlé, ce qui nous permettra derrière à toi de préparer une petite conclusion, un petit point de détail, et à Jérémy de me rappeler, il me l'avait dit tout à l'heure, mais j'ai oublié, avec qui sera notre intervenant de la semaine prochaine. Je vais lancer la présentation de la méthode Acquisition Strategy Design. Il faut couper ton micro pendant ce temps-là, parce que sinon, ça crée un mismatch de son. À tout de suite. Si ça veut bien marcher cette fois-ci. Parce qu'il n'existait pas de méthode simple et structurée pour construire son plan marketing, et encore moins pour coordonner l'ensemble de sa stratégie d'acquisition en incluant aussi les ventes et la communication, nous avons inventé l'Acquisition Strategy Design. Une approche systémique centrée sur l'évolution du client tout au long de son parcours d'achat qui permet d'améliorer le ciblage et la compréhension client, d'organiser et d'aligner ses équipes marketing, communication et vente, de définir et de prioriser ses actions et ses investissements d'acquisition client. La méthode Acquisition Strategy Design Plan Marketing Nouvelle Génération se déroule en 4 étapes. 1. Avec le canevas d'acquisition, vous vous posez les bonnes questions pour vous mettre à la place de votre client. 2. À partir des réponses aux questions formalisées de façon détaillée, les étapes de maturité du client, avec les actions qu'il réalise pour franchir ces étapes et les émotions qu'il ressent tout au long du parcours. 3. Une fois ce travail réalisé, identifiez les bons canaux pour toucher le client en fonction de chacune de ces actions. Listez toutes les actions d'acquisition que vous pouvez mettre en place, avec les bons indicateurs intermédiaires, les équipes responsables de l'action et les outils et supports nécessaires. Enfin, priorisez vos actions et construisez votre plan d'acquisition complet. Retrouvez la méthode pour construire son plan d'acquisition et toute la cartographie de l'acquisition détaillée dans le livre Acquisition Strategy Design Plan Marketing Nouvelle Génération. Le guide ultime pour construire pas à pas son plan d'acquisition de clients et aligner communication, marketing et vente. Par 1 minute 30, Publishing. Merci. Il faut remettre ton micro pour ton petit mot de conclusion. Et puis moi, je vais annoncer notre intervenant de la semaine prochaine. Eh ben, merci à tous. Voilà, donc du coup, mon mot de conclusion, c'est toujours plus de personnalisation, toujours plus d'orientation sur ce fameux parcours client, vraiment le comprendre, le valoriser et raconter de belles histoires. Voilà. Merci à toi, Faustine. Tu vois, ça s'est super bien passé. T'es plus détendu, j'espère, maintenant que au démarrage, non? Pas forcément, non. Pas forcément, mais si, ça s'est bien passé. Philippe souligne ma phrase sur le seul KPI à mettre en œuvre est celui de mesurer l'ensemble des actions. Ouais, mais c'est vrai, c'est trop compliqué de tout vouloir attribuer et découper. Faut quand même se donner une vision d'ensemble et une vision globale. La semaine prochaine, on va continuer à parler contenu avec un de tes confrères, à savoir Samuel Schmitt, que tu connais peut-être aussi sur LinkedIn.
qui travaille pas mal sur des aspects de copywriting aussi, avec qui on bosse aussi un peu. Donc, on va pouvoir travailler sur toujours parler de contenu différemment et avoir son point de vue à lui aussi. Tu vois, Corinne te dit que c'était super instructif. Donc, ouais, c'est gentil. Je suis vraiment, ça s'est très très bien passé. Antoine est plutôt Fender. Enfin voilà. Oui, parce que il y a ma guitare électrique qui est passée pour un banjo, il y a mon piano, voilà. Voilà. J'essaye voilà, j'utilise mes doigts autre chose que pour autre chose que pour écrire aussi. Super. Ben merci à toi Faustine, c'était très sympa. Merci à vous et désolée pour le stress, hein, c'est un exercice dont j'ai pas l'habitude, donc je vous remercie pour votre bienveillance en tout cas. Merci Gabriel, à toi. Salut, à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.